Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Cette émission qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine. Nous allons aujourd'hui aborder la dernière partie de notre étude sur l'aventure ambiguë. Sur ce plateau, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'être accompagné de Souley Agara. Souley, bonsoir. Bonsoir, Paul. Et de Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir, Paul. Alors aujourd'hui, nous recevons Alioune Seck, professeur de lettres. Alioune Seck, bonsoir. Bonsoir, Paul. Et comme je l'ai annoncé, nous allons parler aujourd'hui de l'aventure ambiguë. Et nous allons d'abord commencer par un premier élément. Nous avons posé la question à Cheikh Hamidou Kane. Pourquoi entreprendre des études de philosophie? Est-ce que cela peut servir pour être romancier? Voilà la réponse qu'il nous a donnée. J'ai commencé ici à Dakar, dans ce qu'on appelait l'Institut de hautes études, qui était l'embryon d'université. J'ai commencé à préparer la licence en droit, parce que pour passer le concours d'entrée à l'école de la France d'outre-mer, il fallait avoir 2 certificats de licence de droit. Donc ici à Dakar, j'ai commencé à l'embryon d'université de l'époque, qui était l'Institut de hautes études. J'ai commencé à préparer la licence en droit, mais en même temps, comme j'avais toujours ma volonté de devenir professeur de philosophie, j'ai fait aussi la propédeutique lettres. Voilà, on a suivi ensemble le premier élément. J'ai tout de suite une question pour vous, Alioune Seck. Peut-on devenir soudainement écrivain où il faut un vécu, comme il le dit, lui-même, qui inspire et qui pousse à écrire? Merci de m'avoir donné la parole. Mais je crois que cette question, on peut l'appréhender de plusieurs manières. Pour M. Kane, il semblerait que ses études en philosophie et en lettres l'ont conduit, me semble-t-il, à devenir l'écrivain qu'il est. Mais si nous regardons de très près, on se rend compte que on n'a pas souvent besoin d'être dans une faculté de lettres pour devenir un écrivain. Parce que la preuve, c'est que souvent, les écrivains qui sont autodidactes, comme le cas de Semin Ousmane, il n'a jamais fréquenté une faculté et pourtant, il est très rompu en matière d'esthétique littéraire. Et la preuve, c'est que beaucoup d'écrivains, si vous les invitez souvent, après avoir fait une brillante analyse, vous, qui êtes critique littéraire, ils se disent que moi, quand j'écrivais, je n'étais pas au courant que j'étais en train d'éprouver des techniques d'écriture. Donc, on peut être un brillant écrivain sans avoir fréquenté une faculté de lettres ou une faculté de philosophie. Je crois que c'est ça ma réponse. Merci. Nous allons suivre le deuxième élément. Le deuxième élément, toujours sur Cheikh Hamidou Kane. Et il y a une question qui lui a été posée. La question est la suivante. Êtes-vous écrivain dans la peau ou accessoirement? Accessoirement, que j'ai écrit des livres, notamment L'aventure ambiguë et plus tard Les gardiens du temple. Ces 2 livres étant en quelque sorte une activité secondaire et accessoire par rapport à mes activités de fonctionnaire et de technicien à la fois de l'économie et de la planification. Quelqu'un qui est parti pour être écrivain, pour vivre de ça et travailler, c'est un peu une méditation sur cette vie, sur la partie éducation et formation que représentent les 2 livres que j'ai écrits. Oui, on peut se demander, à la lumière de cette réponse de l'écrivain, que finalement, on n'est pas écrivain, on le devient. Absolument, ça peut s'entendre de cette façon-là, mais lui, de son cas, je crois qu'il dit que c'est accessoire. Maintenant, est-ce qu'on peut partir de ça pour universaliser les raisons qui peuvent pousser un écrivain à le devenir? Je pense que non. On peut écrire parce que soi-même, on a des contradictions à régler par rapport à son vécu, mais on peut aussi écrire parce qu'on sent qu'on a une mission par rapport à son peuple, par rapport à des principes, mais dans tous les cas, on peut écrire pour plusieurs raisons.
Et Jean-Paul Sartre avait posé la brillante question, pour qui écrit-on? Et ensuite, pourquoi écrit-on? Donc réfléchir sur ces deux interrogations, me semble-t-il, nous permettre d'aller dans tous les sens pour expliquer pourquoi quelqu'un peut être amené à écrire. Je crois que, donc Cheikh Hamidou Kane, pour son cas, l'écriture est une activité secondaire et malgré cela, il est devenu pourtant un brillant écrivain. Donc je crois que c'est un premier élément de réponse que je peux donner. Est-ce qu'on sent une forme d'engagement quand même dans cette écriture accessoire? Oui, l'accessoire peut mener à l'essentiel. Je crois que c'est une dialectique entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Je crois que c'est une double interrogation où ce qui est important peut à la fin ne plus être important et ce qui est accessoire peut devenir essentiel. Donc il y a une dialectique qu'il ne faut pas négliger, me semble-t-il. Merci, Alioune Seck. On va suivre sa téléspectateur, le troisième élément. Que vous a apporté la fréquentation de l'école coranique? Effectivement, en tant que bon Halpulaar, comme vous dites, j'ai fondamentalement subi une éducation qui avait deux dimensions. La première, c'est une éducation d'ordre religieux musulman, mais d'un islam orthodoxe et inculturer des valeurs de la tradition africaine. C'est-à-dire un islam qui, tout en respectant l'orthodoxie de la religion musulmane, s'était imprégné des valeurs de la culture traditionnelle africaine, par exemple, des techniques d'initiation par classe d'âge. La société africaine traditionnelle Apple d'un individu est marquée par des étapes. La naissance, le sevrage, les initiations comme la circoncision ou l'excision pour les filles dans certains endroits. Ensuite, quelquefois des épreuves initiatiques comme des scarifications pour marquer l'identité sociale de l'individu concerné. Et donc, l'islam, tel qu'il est pratiqué au pays tout couleur, depuis l'Empire du Ghana, depuis le Tekrou, au 7e siècle, qui est le lieu de contact entre l'islam arabe venu d'Arabie et le monde noir à travers le Maroc et les Almoravides. Cet islam du 7e siècle a combiné l'orthodoxie musulmane la plus vraie avec les traditions éducatives de la société noire. Alors, je poserai une question à Alioune Seck. En quoi l'école coranique contribue à la formation de l'homme? Cette réponse, je vais la trouver dans une formule faite de M. Hamidou Kane tout à l'heure. Il a dit que l'islam africain est fait avec une inculturation des valeurs africaines. Je crois qu'ici, le mot inculturation mérite d'être éclairé. Tout à fait. Voilà, parce qu'ici, inculturé, le 1 là, ce n'est pas un préfixe négatif. C'est plutôt un ajout. Que donc l'islam africain s'est fait à partir, si vous voulez, d'un ajout des valeurs africaines qui n'était pas fondamentalement en contradiction avec, si vous voulez, le message coranique. Je crois que lui, dans le cas d'espèce de Cheikh Hamidou Kane, il a été d'abord formé dans l'école traditionnelle. Je veux parler du Coran. Nous avons lu tous l'aventure ambiguë. Maître Tiernon, me semble-t-il, a été celui qui a préparé Cheikh Hamidou Kane, qui est en fait Samba Diallo. Ça, tout le monde le sait, que nous avons quand même une bonne part d'autobiographie dans ce roman. Tout à fait. Donc,
en réalité, le parcours de Samba Diallo peut être celui de Cheikh Hamidou Kane. Et si tel est le cas, je crois que l'islam ou l'école coranique, comme vous dites, a bien aidé à préparer le sujet à être celui qu'il est devenu. Donc, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre l'école coranique et le sujet qui va être préparé pour intégrer l'école moderne. Voilà. Est-ce que globalement, les autres formes d'enseignement, l'école coranique, c'est vrai, le catéchisme, dans toutes les religions, est-ce que justement cette formation initiale religieuse n'aide pas à faire de l'homme un homme accompli? Absolument, je suis parfaitement d'accord. Parce que n'oublions pas que les religions révélées fondamentalement veulent fabriquer un homme. Et cet homme doit être un homme qui, sur le plan moral, doit être apte pour être utile à la société. Donc, que ce soit le catéchisme, que ce soit l'école coranique ou toutes les autres écoles confessionnelles, travaillent à éduquer et à former l'homme pour qu'il soit utile à sa société et à son semblable. Donc, je crois que la réponse est déjà donnée. Est-ce que je ne sais pas si on peut sortir du cadre de l'aventure ambiguë, mais ça veut dire que sans éducation religieuse préalable, il n'y a pas d'adulte accompli. Non, je ne pourrais pas dire ça. Parce que c'est un choix éducatif. Parce que ce n'est pas tous les peuples qui ont connu le message. Il y a des animistes, il y a des peuples qui évoluent selon leur sensibilité culturelle propre, identitaire, qui n'a rien à voir avec un message biblique, coranique, ou etc. Donc, il me semble que nous sommes dans la diversité en fait des choix en matière d'éducation. Voilà, je crois que c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Quand je suis devenu gouverneur de Thiès, que un de mes amis, parmi les conseillers du gouvernement du Sénégal, s'appelait Vincent Monteil, a eu connaissance du manuscrit et m'a dit qu'il pensait que c'était un manuscrit qui pouvait intéresser beaucoup de générations d'Africains. C'est à ce moment-là que j'ai un peu modifié, complété et publié ce manuscrit sous le titre de l'aventure ambiguë. Vincent Monteil, qui était un africaniste, a envoyé le manuscrit. Il l'a d'abord fait lire à Senghor et il l'a envoyé à un de ses amis éditeurs en France, René Julliard. Senghor, de son côté, a envoyé le manuscrit à un autre de ses amis éditeurs en France. Et peut-être 15 jours après ces deux envois, Julliard m'envoie un télégramme pour dire qu'ils sont prêts à publier le livre sous le titre de l'aventure ambiguë. D'ailleurs, l'éditeur ami de Senghor dira quelques années après qu'il a beaucoup regretté de s'être fait coiffer au poteau par Julliard. Il a beaucoup regretté d'avoir pas publié l'aventure ambiguë. C'est donc ça l'histoire de l'aventure ambiguë. Cheikh Hamidou Kane vient de répondre la question suivante. Comment l'aventure ambiguë a-t-elle été écrite? Faites-nous le récit de sa maturation, de sa naissance. Moi, j'ai envie de vous demander, on a l'impression qu'il y a eu un soutien de part et d'autre. Est-ce qu'il faut toujours ce soutien-là pour produire une œuvre littéraire? Si vous posez la question de cette façon-là, ça va être difficile parce que un livre a aussi une histoire éditoriale. Donc, je ne parle pas de sa maturation du point de vue de l'auteur, mais aussi, il y a toutes les péripéties qui jalonnent, si vous voulez, en fait, la publication de l'œuvre. Maintenant, pour cela, on peut effectivement mettre à profit ces relations. Tout comme on peut y aller avec son propre argent, mais on peut aussi mettre à contribution ces relations humaines, comme je crois que c'est le cas de Cheikh Hamidou Kane. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, l'élément qui va suivre, la question qui a été posée, c'est celle-là. Quelle place fallait-il accorder ou quelle place faut-il accorder à nos langues africaines? Un des éléments de cette identité, c'est la langue. Tous ces pays africains sont
dirigés en utilisant une langue qui n'est pas leur langue. Nos langues ne nous servaient pas. Au début, elles ne nous servaient à rien. Maintenant, on se bat un peu pour les utiliser plus ou moins. Mais la langue de cette cinquantaine de pays, ce sont les langues des colonisateurs. L'Afrique, dit Joseph Kizerbo, a été dépossédée également de son identité endogène par les langues, les coutumes, le droit. Ce n'est pas le droit africain, ce n'est pas les coutumes africaines qui sont utilisées dans la gouvernance africaine. À l'UNSEC, la question suivante, c'est celle-là. Quel avenir pour nos langues nationales? Je crois que c'est une question extrêmement difficile. Parce qu'à l'heure où nous sommes là, si nous regardons nos pays respectifs, nous savons qu'il n'y a aucun pays où la langue officielle est une langue native. Donc, ce sont des langues d'emprunt. Je pense qu'il faut une volonté politique réelle pour que nos langues accèdent à un statut diplomatique officiel qui permet d'être une langue de culture, une langue de dialogue, une langue de commerce. Je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau. Cheikh Anta Diop avait déjà tracé quelques pistes de réflexion dans ce sens. Il avait même nommé quelques langues qui devaient être choisies pour servir de langue de communication dans les différents pays, dans les sous-régions, au niveau même de l'Afrique. Il y a notamment le Swahili, le Peul, qui sont des langues, du point de vue de Cheikh Anta Diop, qui devraient être promues à l'échelle continentale. Mais, comme vient de le dire notre invité, et c'est juste, il faut une volonté politique. Est-ce qu'il n'y a pas de problème par rapport au Swahili? Le Swahili, il y a une vingtaine d'années de cela, il y a un travail universitaire a été fait sur le Swahili. Et ils ont créé, ceux qui s'occupaient de cela ont créé un dictionnaire, la grammaire, ils ont travaillé sur la grammaire, la syntaxe, en ce qui concerne le Swahili. Mais en fin de compte, ce travail était tellement académique que la langue proposée n'avait rien à voir avec le Swahili que parlait le peuple Swahili. Et en fin de compte, je ne sais pas pour quelle raison, ce travail qui a été initié n'a pas eu de suite, c'est quelque chose qui a été oublié. Oui. Et je pense qu'ils avaient proposé aussi le Peul. Oui. Mais en fin de compte, je pense que ce n'est plus à l'ordre du jour. Peut-être qu'ils ont, ceux qui ont travaillé sur ce projet-là avaient peut-être des choses plus importantes. Bon, ce n'est pas possible qu'il y ait plus important que de travailler sur la langue, sur la culture d'un peuple, mais je pense que c'est... L'UNSEC a mis le doigt sur l'explication. Oui. Il n'y a pas de volonté politique. La promotion des langues africaines ne peut pas se faire sans une volonté politique. Et c'est un enjeu tellement important Il y a aussi que même quand on va s'aventurer, il faut le faire avec beaucoup de doigté. Mais justement parce que le colonisateur... Là, quand on parle souvent de souveraineté, on oublie ce côté-là. Ouais. On parle de la monnaie, on parle de l'indépendance économique, on parle... mais la langue, c'est peut-être au cœur de tout. Oui, c'est vrai. C'est au cœur de tout. Faire de nos langues, les langues d'enseignement, les langues officielles, les langues de communication, là, il faut une bonne préparation. Je pense que dans certains pays, je ne voudrais pas citer beaucoup de pays, mais à l'image du Sénégal, par exemple, que je connais un peu, je pense que, de ce point de vue-là, il y a eu des avancées sur le plan des langues, enseignement de certaines langues, le Wolof, le Peul, etc. Mais je crois que dans certains... Les politiques s'adressent aux Sénégalais en quelle langue? Alors, Oui, non, ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, vous le savez, je parle du cas du Sénégal que je connais, le cas du Gabon également que je connais. Je pense que tous les jours, quand je regarde la télévision gabonaise, je vois des émissions dans les différentes langues du Gabon. Il en est de même au Sénégal. Je pense que ça, c'est déjà un premier jalon. Maintenant, le problème, c'est peut-être l'enseignement dans les écoles, dans les établissements. Mais il y a déjà certaines choses qui sont passées concernant certains écrivains. Oui, parce que pendant longtemps, et toujours encore aujourd'hui malheureusement, les Occidentaux nous ont fait croire,
Et les Africains y croient. Pour ça, ils ont bien réussi. Hein. Les auditeurs nous ont fait croire que nos langues sont incapables de décrire le monde, que nos langues sont incapables d'aller vers les nouvelles technologies. Aberration. Et c'est une aberration dans la mesure où le professeur Sakhir Thiam a démontré le contraire, n'est-ce pas? Et justement, il a proposé, il y a des années où, je me souviens de ces années-là, il a proposé à ses doctorants de choisir la langue dans laquelle ils devaient travailler pendant toute l'année. Et les doctorants choisissaient le Wolof et il faisait ses cours en Wolof, tout simplement. Et voilà. Et, les mathématiques, oui, même, les je crois, en Wolof. Oui, le démenti que Mme Courant apporte là est à réitérer, à répéter très souvent pour permettre une prise de conscience. En effet, nos langues ont été présentées comme des langues pauvres, incapables de servir dans l'informatique, incapables de servir dans l'enseignement. Au début même, on ne pouvait pas chanter dans les langues africaines. Il fallait chanter essentiellement en français. Mais c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. S'il y a un domaine où les Africains ont réussi, c'est dans ces chansons africaines, dans ces chansons dans les langues africaines. Et donc, il faut poursuivre, mais sans décision au niveau politique, on ne s'en sort pas. Sinon, la phase de départ, c'est la description de la langue. Le swahili décrit par les linguistes peut ne pas être exactement ce qu'on retrouve sur le plan populaire. mais justement, Mais ça demeure la langue de référence. Parce qu'il faut codifier, il faut faire une grammaire, il faut bien décrire la langue et la proposer maintenant pour l'apprentissage. Il y a plusieurs phases dans la planification des langues africaines. C'est le premier pas. oui. Et la langue populaire n'est pas la langue de référence. Mais c'est la langue populaire qui fait avancer la langue de référence. Je crois, quand même. Oui, enrichit il y la a langue une de créativité au niveau populaire, c'est sûr, mais au niveau de la codification, quand vous prenez en Côte d'Ivoire le Djoula par rapport au Bambara, le Bambara c'est la langue stylisée, c'est la langue soutenue, hein, et le Djoula serait une espèce de créolisation, je vais dire, du Bambara, avec des fautes, mais qui sont maintenant, comme tous les créoles d'ailleurs, qui sont maintenant admises. Oui. La codification des langues n'est pas un problème. Il y a des spécialistes, qui travaillent aisément dans ce domaine-là. Maintenant, est-ce que les politiques vont accepter, c'est toujours là, n'est-ce pas, de proposer cette langue-là comme la langue des universités, d'en faire une langue d'intellectuels? C'est la question qu'il faut se poser. Et au niveau même de la proposition, un des écueils à éviter, c'est celui de sa réception au niveau de la population. Parce qu'il faut présenter la langue comme un produit avec un marketing sérieux. Sinon, on ne s'en sort pas. Mais je crois quand même qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Parce que Innocente a bien raison de dire que les colonisateurs ont inventé des prétextes pour dire que nos langues ne sont pas accessibles, si vous voulez, à la science, comme elle l'a dit tout à l'heure. Et le professeur Sakhir Thiam, il a parfaitement raison, a démontré le contraire. Avec même, je crois, l'équation d'Einstein, E égale MC2, Cheikh Anta aussi l'a fait, il a démontré qu'on pouvait, à partir des concepts essentiellement wolof, n'est-ce pas, démontrer cette équation. Vous voyez bien. Maintenant, il y a de la cosmétique. Ce qu'on voit, les langues qu'on voit à la télé, tout ça, là, moi je crois que c'est pas ça qui va faire le problème, comme disait Innocente. Parce que ceux qui se retrouvent dans des laboratoires, les linguistes qui pensent qu'ils peuvent inventer le swahili, non. Je crois que la vraie langue, c'est celle que parle le peuple. C'est celle-là, c'est vers celle-là qu'il faut se diriger pour faire les véritables codifications. Donc on ne peut pas inventer une langue. La langue, elle est vivante. Donc je pense qu'elle a raison, parfaitement. Il faudrait qu'on descende un peu du piédestal universitaire et académique pour aller vers le peuple qui seul, n'est-ce pas, fait vivre une langue. Nous allons voir nos derniers éléments à propos de la repossession de notre espace africain. Et il a répondu à la question que Innocente lui a posée, qui est celle-là, avant de voir l'élément. Comment reposséder notre espace africain après avoir appris et même maîtrisé
le fait de lier le bois au bois? Reposséder notre continent, reposséder l'espace africain. On sait maintenant que c'est dans cet espace africain, dans ce continent africain, que se trouvent les ressources naturelles les plus importantes dont le monde a besoin. Minières, énergétiques, environnementales, les ressources en eau, en couvert végétal. On sait que c'est ce continent qui en est le plus riche. C'est ça, le continent qui a les réserves nécessaires au monde. Ces réserves qui se sont épuisées ailleurs, nous sommes encore les détenteurs de ces réserves les plus importantes. Ces réserves les plus importantes, il faut qu'elles nous reviennent à nous. Il faut que nous les repossédions. Nous ne les repossédons pas. Même si nous sommes indépendants, nos petits pays n'ont pas l'autorité nécessaire pour vendre ou échanger au bon prix les ressources minières, pétrolières et autres. Alors, Alioune Seck, si toutefois nous sommes prêts, parce que je pense que nous savons lier le bois au bois, si nous sommes prêts, qu'attendent les Africains? Oui, c'est une question très intéressante, puisque la Grande Royale a envoyé apprendre à lier le bois au bois. Et elle a aussi demandé à ce que les fils de Dialobé aillent à l'école française pour apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. C'est fait maintenant. C'est fait maintenant. Qu'attendons-nous? Qu'attendent les Africains? C'est fait maintenant. C'est toute une autre question aussi extrêmement importante. Parce que l'école, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lier le bois au bois, je crois qu'il fallait aussi un peu préciser que dans la langue, me semble-t-il, des Peuls, l'école veut dire bois. Voilà. Si on traduit en fait de façon étymologique. Donc lier le bois au bois, c'est associer en fait deux types d'écoles. Donc l'école traditionnelle et l'école moderne, l'école nouvelle, c'est ça, non? Voilà. Donc il me semble que, Innocente, cette question est extrêmement délicate. Parce que nous avons été à l'école, notre propre école. Est-ce que notre propre école a servi à nous enseigner véritablement ce qui doit nous aider à transcender les innombrables problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours? Est-ce que sur le plan idéologique, sur le plan culturel, sur le plan politique, est-ce que cette école a véritablement correspondu aux attentes qu'il nous fallait pour sortir de la colonisation, pour révolutionner notre espace? Il me semble que de ce point de vue-là, ça nous renvoie déjà à la question tout à l'heure, celle de la langue. Donc, je crois que les problématiques sont innombrables. Donc, cette question-là, il me semble que si nous vivons encore dans le sous-développement dont nous avions toujours parlé, ça veut dire que l'école ne nous a pas donné les instruments qu'il faut pour révolutionner et transformer de façon positive notre espace. Voilà la réponse que j'ai. Je ne sais pas maintenant s'il faut continuer la réflexion. Nous ne sommes pas encore prêts. Alioune Seck, nous sommes à la fin de la première partie de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Mais le mot de la fin est très simple. C'est juste vous encourager, vous dire que vous êtes en train de combler quand même un grand vide. Parce que l'émission que vous animez, me semble-t-il, a toute sa place et apportera, me semble-t-il, une contribution nécessaire pour l'éclosion et le développement de la culture et surtout des lettres en Afrique. Donc, bon vent à l'émission. Et merci de m'avoir reçu dans votre émission. Nous passons à la deuxième partie de notre émission et nous recevons le colonel Gorambay qui va nous parler du capitaine Charles Tchoréré qui a donné son nom au Prytanée militaire de Saint-Louis. Nous l'avons invité parce qu'il a été enfant de troupe au Prytanée militaire de Saint-Louis, Prytanée militaire Charles Tchoréré. Il en est devenu le commandant pendant des années et aujourd'hui, il est attaché militaire de l'ambassade du Sénégal. Avant de commencer, nous avons reçu le neveu du capitaine Charles Tchoréré et qui est aussi le président de la fondation qui porte le même nom. Et voilà les éléments de réponse qu'il nous a donnés. Le capitaine Charles Tchoréré est un héros. Je pense que si le capitaine Tchoréré était encore parmi nous, il n'aurait peut-être pas accepté ce titre parce qu'il était tellement humble. Mais l'histoire a fait en sorte que les événements
font en sorte qu'il se retrouve au niveau de ce statut de héros de la Deuxième Guerre mondiale, à travers son parcours militaire et ce qu'il a apporté dans la défense pour la liberté et la dignité des hommes. Et donc le capitaine Traoré est héros par rapport aux actes. Il a donné tout ce qu'il pouvait avoir, sa vie et ses hommes aussi, parce qu'il souhaitait toujours parler de ses hommes, et je crois qu'il ne pourrait pas accepter aujourd'hui qu'on parle que de lui sans parler de ses hommes, tous ceux qui sont tombés pendant cette grande guerre. Le capitaine Traoré a quitté Saint-Louis en 1939, après avoir préparé ses troupes, et quand je suis arrivé à Saint-Louis, arrivé au Prytanée militaire, j'ai eu une émotion profonde, et j'ai eu le sentiment qu'il y a sa présence dans cette école, cette grande école qui forme l'élite du Sénégal et d'autres Africains. Et j'ai été profondément honoré. Et mon sentiment, en sortant de cet établissement, je l'ai dit au directeur de l'école, le commandant, qui tient son école dignement, comme tous ceux qui sont passés avant lui. Et j'ai admiré surtout la discipline des élèves, et j'ai ressenti que chaque élève mettait au fond d'eux l'image du capitaine Traoré. Ils se sentaient capitaine Traoré, des tout jeunes de 6e que j'observais, jusqu'à ceux qui sont en terminale. Ils se sentaient des capitaines Traoré en eux. Et c'est admirable, et c'est une grande école parce qu'il y a une tenue impeccable, d'une propreté irréprochable, d'une discipline admirable et une forte fraternité entre les élèves, et les encadreurs sont vraiment admirable, ils m'ont très bien reçu. Au passage, je voudrais saluer le commandant de l'école qui est très sympathique. Son éducation, son caractère a été forgé par son père. Et donc, mon père, qui était le petit frère du capitaine Traoré, toute notre famille, dans la famille Traoré, il y a des traits de caractère. Il faut de la rigueur, de la discipline, de la dignité et l'honneur. Et à travers cet honneur, on est prêt à donner nos vies pour protéger cet honneur et imposer une forme de dignité à travers nos actes. Donc le capitaine Traoré, par cette éducation, ensuite renforcée par les frères de Saint-Gabriel où il a appris, et ensuite il a consolidé cette éducation par la voie militaire. Et le capitaine Traoré, ce que je retiens du capitaine Traoré, c'est que c'était un homme d'honneur, c'était quelqu'un de très discipliné, qui imposait le respect par sa manière de faire, ses relations humaines. C'était un humaniste, c'était un bâtisseur, et c'était un visionnaire. Et cela, je l'impose à mes enfants. Je me suis imposé cette discipline, c'est mon père qui me l'a imposé, et j'impose cette même discipline à mes enfants. Et je souhaiterais, et ça j'espère, que les jeunes Africains pourraient tirer toute leçon de la vie et du parcours militaire du capitaine Charles Traoré. C'était un homme de rigueur, c'était un homme qui aimait l'Afrique, c'était un grand Africain. Et je pense que les générations futures devront prendre, pour exemple, des grandes figures africaines telles que le capitaine Charles Traoré. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici de retour sur le plateau. Colonel Gorambaye, bonsoir. Bonsoir, M. Goura. Merci d'être présent sur notre plateau. Merci. Et nous avons quelques questions à vous poser. Mon colonel, pour notre conscience historique, pouvez-nous parler du capitaine Charles Traoré? Merci pour votre question. Charles Traoré est né à Libreville, dans le quartier de Glace, en 1896. Très jeune, déjà à l'âge de 19 ans, ça nous a amené en 1915, il s'est enrôlé dans les tirailleurs sénégalais comme soldat de première classe. Vraiment, il a commencé à zéro. Après son enrôlement, en 1915, donc c'était juste au début de la Première Guerre mondiale, il a quand même été donc déployé en opération pendant cette Première Guerre mondiale, où il a fait preuve de beaucoup de bravoure, ce qui lui a valu, à la fin de ce premier conflit mondial, c'est-à-dire en 1919, un an après la fin de ce conflit, d'accéder au grade de sergent déjà. C'est vraiment une prouesse. Mais tout ça pour dire qu'il était quand même un militaire, un bon militaire doté d'innombrables qualités. Mais ce n'est pas fini. Charles Traoré
donc avec le grade de sergent en 1919, est passé adjudant 3 ans après. Ce qui veut dire qu'il était aussi un brillant sergent. Adjudant, ça veut dire donc sous-officier supérieur, ça veut dire que les portes des grandes écoles militaires lui étaient ouvertes. Et ainsi, il a été à l'école militaire de Fréjus, où il a fait sa formation d'officier, d'où il est sorti donc comme lieutenant en 1922. Alors, retenez que Charles Thioréré est entré dans l'armée à 19 ans. À 25 ans, il était déjà officier. C'est vraiment quelqu'un qui a fait donc preuve de beaucoup de qualité pour en arriver à ce grade d'officier aussi rapidement. Alors, il a eu donc à servir en Syrie, ensuite au Soudan français, et il est promu au grade de capitaine en 1933. 1933, c'était à quelques années du début de la Deuxième Guerre mondiale. Capitaine, il était donc commandant d'un régiment de commandement de tirailleurs sénégalais. Et ensuite, il a été nommé premier directeur du Prytanée militaire de Saint-Louis, l'actuel. Avant, il s'appelait École des enfants de troupes de Saint-Louis. D'accord. Et c'est donc au moment où il était commandant de cette école, en 1939, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, qu'il s'est porté volontaire pour quitter le commandement de l'école et aller défendre sa patrie, la France. Et il disait dans une de ses lettres qu'il avait adressées à son fils, d'ailleurs, qu'il allait combattre les nazis au péril de sa vie. Et que si la France, sa chère patrie, comme il disait, avait besoin de sa vie, qu'il la prenne. Alors, il est tombé en 1940, précisément le 7 juin 1940, à Eren, un petit village pas loin de Amiens, avec sa compagnie, qui a été en fait une compagnie qui a tenu tête aux soldats allemands pendant plusieurs jours, et ayant été coupé en fait de ses arrières, il n'avait plus de ravitaillement, il n'avait plus de munitions, il était obligé, pour épargner la vie de ces 15 soldats qui lui restaient, de se porter prisonnier. Il s'est livré aux Allemands comme prisonnier, et l'histoire n'est pas finie, parce que, étant fait prisonnier, les Allemands ne pouvaient pas accepter qu'un officier noir les empêche de rentrer dans le village pendant plusieurs jours. Et une fois prisonnier aussi, non seulement il parlait allemand, parce qu'il parlait allemand un peu, le capitaine Thioréré, il a vécu un peu au Cameroun, dans la partie allemande, et ensuite a refusé le traitement que les Allemands ont voulu en fait lui faire, parce que lui c'était un officier, et c'est à la suite de ça qu'il a reçu en fait un coup à la tête, donc assassiné, comme je peux m'exprimer ainsi, par les soldats allemands. Voilà, résumé, en fait, la petite histoire du capitaine Thioréré. Une petite précision, dans l'exposé, brillant exposé, on a un discours qui est rapporté « Ma patrie ». Présente la France comme sa patrie. Est-ce les marques du héros africain ou les marques du héros français? Il faut vous remettre dans le contexte. On est en 1939, c'était la colonisation. Nous tous, nous étions français. Exactement. Nous tous, nous étions français. La patrie, c'était la France. C'est difficile de le dire, hein, mais bon, c'est ça en fait. En ce moment-là, c'était la France qui était la nation. Je pense qu'il faut rétablir les vérités historiques. Hein. Oui. Nous n'avons rien à cacher. Oui, c'est juste. Oui. Innocent? Colonel, pourquoi le nom du capitaine Thioréré est attribué à cet établissement d'excellence du Sénégal qui est le Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis? Merci, Innocent, pour votre question. Alors, l'école a été baptisée Prytanée militaire Charles Thioréré par le président Senghor en 1974. Fait hasard, c'est l'année à laquelle moi je suis entré au Prytanée. Avant, ça s'appelait École militaire préparatoire africaine. Mais à partir de 1974, où l'école a eu d'ailleurs son premier commandant noir, en l'occurrence le capitaine
Pape Hassan Mbodj, autant, en 1974, c'est en ce moment-là que l'école s'est appelée Charles Thioréré. Mais je pense que le président Senghor a été visionnaire. Moi-même, je me suis posé cette question quand je suis rentré au Prytanée. Charles Thioréré, pour moi, c'était un Sénégalais. Ah oui, pourquoi pas. Mais, pour répondre rapidement à votre question, après les premières semaines de présence à l'école, vous pouvez entrevoir pourquoi les autorités ont donné ce nom à ce valeureux capitaine. Comme ça se fait dans toutes les écoles militaires, quelques semaines de bizutage, et puis une nuit, ou c'est presque une nuit blanche pour nos très jeunes élèves de 6e qui viennent d'arriver. Et donc, toute une nuit durant, pratiquement, après quelques faits de bizutage et tout ça, on vous expose les faits de guerre du capitaine Thioréré. Moi, j'ai résumé un peu sa vie, mais là-bas, les anciens vous mettent le film de Thioréré, c'est-à-dire qui était-il? Quelles sont, en fait, les qualités qu'il avait? On vous parlait de Thioréré en vous disant que c'est quelqu'un qui était très courageux sur le terrain. On parle de Thioréré pour vous dire que c'est quelqu'un qui savait manager les hommes, c'est-à-dire c'était un bon leader. On vous parle de Thioréré, on vous dira qu'il était modeste, qu'il était affable, qu'il était courtois. Il avait aussi, en fait, donnez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'il s'occupait très bien de ses subordonnés. Et là, je peux donc donner des preuves parce que quand j'ai eu accès aux archives de Thioréré, j'ai pu lire des lettres, en fait des réponses que Thioréré donnait à ses hommes, soldats, caporaux, qui lui écrivaient des lettres et qui lui posaient des problèmes de famille. Et il répondait en leur donnant des conseils. Thioréré à Saint-Louis, commandant d'école, avait aussi d'excellentes relations avec la population saint-louisienne. Il était accepté comme fils de Saint-Louis. Le capitaine Charles Thioréré devait être un exemple pour non seulement tous les enfants troupes, tous les militaires, et je dirais même tous les jeunes Africains. Parce qu'il a toujours fait montre de beaucoup de patriotisme, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté dans ce qu'il fait. Peut-être si le temps nous avait permis d'être plus long, on allait plus s'attarder sur ses qualités. Mais je pense que le peu qu'on a eu avec vous, en fait, vous permettra de vous faire une meilleure idée du capitaine Thioréré. Merci, colonel Gorambaye. Nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie, chers téléspectateurs. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les autorités militaires et diplomatiques qui ont permis au colonel Gorambaye de venir s'exprimer sur notre plateau. Merci d'avoir pris la peine de venir nous faire comprendre qui est aujourd'hui dans votre cœur, dans le cœur des enfants de troupes, le capitaine Charles Thioréré. Merci beaucoup, colonel. C'est moi qui vous remercie. Merci, Sylvie. Merci. Terminons notre émission définitivement en parlant de nos deux rubriques habituelles. Alors, je voudrais commencer par Innocent, aujourd'hui, qui va nous parler de sa rubrique. Quel est le sujet de la rubrique? Aujourd'hui, nous allons tous parler de l'insalubrité des villes africaines et parler de ce problème qui met mal à l'aise tout le monde, je pense. Et quand on voit des images, moi j'ai eu à visionner des images venues de Kigali. Et Kigali est une ville qui ressemble, par rapport à l'apparence, à la propreté, qui ressemble aux villes européennes. J'ai l'impression que toutes les sociétés qui doivent s'occuper de la propreté de nos villes font faillite. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de ruralisation des capitales. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, puisque dans les villages, c'est propre. Mais quand les gens viennent en ville, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas le temps ou bien parce que la mentalité change. Et les habitants de nos villes n'ont pas de culture urbaine. Oui, la chaîne de responsabilité est un peu longue. Je crois. Il y a les citoyens, on peut les appeler ainsi.
qui n'ont pas un comportement convenable dans le traitement des ordures. Du fait du manque d'information, le tri des ordures, peu de ménagères, peu de citadins pourraient le faire. On jette tout dans le même panier et puis ça va à la poubelle n'importe quand, n'importe comment. Même dans les caniveaux, Même dans les caniveaux. les buses. Et donc, il faut que nos organisateurs des sociétés prennent leurs responsabilités. Il faudra légiférer là-dessus. Obliger les gens à respecter le code qu'on va faire connaître à tout le monde. Informer, sensibiliser et passer à la sanction. Et cela, bon, pas de façon rapide, mais tout doucement. Et on va changer, on va opérer la mutation nécessaire pour avoir nos villes propres. La solution, c'est l'éducation. Et je pense qu'il faut être éduqué à la culture urbaine, éduqué au respect de l'environnement immédiat et au fait d'avoir beaucoup de soins en ce qui concerne le bien commun. Je pense que c'est la notion de bien commun qui doit être respectée. Et souvent, quand c'est pour tout le monde, ce n'est pour personne. Alors, on s'en occupe pas. La notion de bien commun à respecter, c'est un autre chantier. Souley, on va terminer par toi pour ta rubrique. Voilà. Pour Dernier élément. aider nos sociétés à bien vivre, hein, le vivre ensemble, il y a un sujet qui semble nous interpeller, c'est celui de la nécessité de voir les religions, le dialogue interreligieux promu. Il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes au niveau des individus qui semblent ne pas bien comprendre leur religion. L'être humain, on peut le définir également comme un être religieux. Mais cette éducation religieuse est souvent mal assimilée. Il y a au niveau parfois des facteurs, des causes de divorce, il y a la disharmonie religieuse. Sur le plan religieux, on ne s'entend pas. Ma femme passe trop de temps à l'église, ma femme passe trop de temps à la mosquée, à faire le zikr. Alors, ça peut être cause de mésentente dans le foyer. Je ne parle pas de ceux qui ne doivent pas de façon ostentatoire se présenter dans certains quartiers parce qu'on n'accepte pas leur façon de faire. Il est temps qu'on organise des dialogues pour s'interpénétrer, se connaître, pour construire ensemble, vivre de manière fraternelle. C'est un enjeu très important. Vivre, pas collectivement, hein, les quartiers, les villes, c'est la collectivité. Mais Chacun en respectant sa foi, mais... Voilà. Mais je parle d'aller au-delà des gens mis côte à côte. Mais vraiment se connaître son voisin, construire ensemble. Accepter l'autre. Comprendre sa religion. Voilà, comprendre sa religion. Et comprendre que en réalité, toutes ces divisions ne servent à rien. En général, d'ailleurs, ces divisions n'ont rien à voir avec la religion ou la foi. On nous a tous appris, que ce soit dans les mosquées, dans les églises, partout, que les religions sont quasi parfaites. L'islam, religion de paix, de tolérance, le christianisme, le judaïsme, etc. C'est dramatique et honteusement dramatique pour le cas des Africains, qui il y a quelques siècles juraient au nom de d'autres dieux. Oui, c'est extrêmement choquant pour les Africains. D'autant plus que, sans choquer les téléspectateurs, ces religions-là sont, entre guillemets, des religions importées. Importées, ça, il faut pas en avoir honte, hein, il faut le répéter à tout le monde. Que nous avons choisi, adapté. Être plus royalistes que les rois. Mais tolérer l'autre. Ouais. On veut défendre ces religions et de manière parfois agressive. Je crois que là, on a besoin de se ressaisir. Et qu'est-ce qui doit faire ça? Ça doit venir de l'État, des individus, de l'Église qui doit créer cette mutualisation de volonté-là. Ah, mais là, c'est toujours... il faut partie des décideurs, il faut partie de ceux qui ont choisi de soigner les âmes. Je parle des autorités religieuses. Parce que quand même, c'est une grande ambition. Et il ne faut pas faire de l'usurpation.
Il faut être sûr de ses qualités. Il faut être exemplaire et distiller ces qualités-là, petit à petit, dans la masse qu'on veut diriger. Par rapport à cela, il faut respecter ceux qui ne sont pas de ces religions révélées-là et ceux qui n'ont pas de religion du tout. Oui. Parce que quand même, c'est un choix intellectuel, c'est un choix puisque la religion nous autorise à la réflexion. La foi doit être intelligente. Et si en réfléchissant, en se cherchant, à un moment donné où pour toute sa vie, on se retrouve à penser que les religions n'ont pas d'importance, il faut aussi respecter le choix, n'est-ce pas? Et le choix intellectuel de ces personnes qui disent que les religions n'existent pas. Les religions n'ont pas aucune importance dans la vie. Et justement, c'est une preuve de tolérance. Maintenant, on peut ou pas essayer de les convaincre, mais il faut aussi respecter ceux qui pensent que les religions ne doivent pas exister. Exact, c'est exact. J'ai suivi un documentaire d'un religieux, Daniel Everett, qui est allé observer un peuple de l'Australie. Et ce peuple-là, il ne connaissait pas Dieu. Mais lui, il était allé pour les évangéliser. Mais il s'est rendu compte qu'ils avaient des valeurs plus fortes que celle qu'il est venu inculquer. Oui. Et il a abandonné sa mission d'évangélisation. C'est ce peuple qui l'a transformé, lui. En ce qui me concerne, en tant que militaire, je pense que l'institution militaire est l'une des structures les plus laïques. En tout cas, pour l'armée sénégalaise que j'ai pratiquée, que je connais bien. Notre première religion, je dirais, c'est le service d'abord. Très bien. Et donc, après le service, chacun est libre de faire sa religion comme il le pense. Merci, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles et de revenir, parce que nous avons des retours, que vous êtes de plus en plus nombreux. On vous donne un rendez-vous très prochainement. Bonne soirée. Au revoir.